Bonjour Frédéric. Eh ben, je vous propose qu'on commence. Alors, bonjour à ceux qui sont présents. Aujourd'hui, je voulais vous parler en fait de la molécule psychotrope du chanvre parce que vous allez voir, il y a des actualités en médecine humaine et du coup, on risque d'avoir un impact en santé animale. Donc, la molécule psychotrope du chanvre, c'est le THC, évidemment. Et c'est la seule molécule psychotrope qui potentiellement peut donner, enfin, peut être sujet ou intéressant chez les personnes malades d'addiction. D'abord, en préambule, évidemment, cette présentation n'a en aucun cas pour but de promouvoir l'utilisation récréative du chanvre. À aucun moment, moi, dès que je m'exprime pour le nom d'une entreprise ou en mon nom propre, ce n'est le cas. Je considère ici uniquement les effets thérapeutiques du chanvre, notamment le THC, et on sait bien que ces propriétés sont reconnues depuis l'Antiquité et aujourd'hui dans de nombreux pays, et que le chanvre et le cannabis sont utilisés dans plusieurs pays, aussi bien en santé animale qu'en santé humaine. Et Olibox, qui est la marque affichée sur tous ces webinaires, a pour but d'améliorer le bien-être de l'animal, l'amélioration de la qualité de vie, quelle que soit la pathologie dont on parle, grâce à la santé intégrative, donc grâce à l'allopathie, mais aussi à toutes les autres solutions en santé. Ces préambules étant annoncés, hop, d'abord, je vais faire quelques rappels. Ensuite, je vais parler du cannabis médical en humaine parce que depuis 4 ans, ça a beaucoup bougé en France. Et ensuite, on en viendra au cannabis en santé animale. Ce qu'on en sait et comment ce serait utilisable potentiellement. Alors, pour rappel, la résine, Cannabis sativa, c'est toujours le même plant de chanvre dont on parle. Et on parle de cannabis plutôt quand on a un plant qui contient plus de 0,2% de THC. Enfin, je vous la fais courte dans la façon de mesurer. Et on parle de chanvre quand on a un plant qui est donc plus riche plus pauvre en THC. Usuellement, quand on est sur une plante endémique qui pousse naturellement dans des pays plutôt chauds, on est sur des plants de cannabis qui sont plus aux alentours de 15% de THC. Et quand on pousse la plante d'un point de vue génétique, on va trouver 30-40% de THC. Et là, c'est plutôt dans les pays du Nord, en Suède, dans ces pays-là, qu'on arrive à faire pousser ce type de génétique de plantes. Donc, cannabis chanvre, c'est la même plante, juste elle est modifiée génétiquement et en fonction des contextes climatiques, de qualité de sol, de qualité de l'air, on obtient un plant dont la composition, dont la résine va être différente, va varier en termes de composition. Donc, je vous passe les détails, c'était juste pour vous replacer sur les caractéristiques botaniques de la plante. Je vous passe aussi là-dessus, mais on est vraiment sur l'extrémité supérieure de la plante, du plant, avec la sommité florale en haut, et c'est celle-là qui nous intéresse en termes pour en extraire donc les cannabinoïdes, dont le THC. 2 extractions possibles, comme illustré sur les photos. Le macérat, donc on met la fleur dans une huile à une certaine température, pas trop chaud, pas trop froid, pendant au moins 2 heures. Il y a une extraction des cannabinoïdes. Ça, c'est donc le macérat. Et après, évidemment, on presse la fleur pour que tous les cannabinoïdes, flavonoïdes et terpènes ressortent. Autre mode d'extraction, CO2 supercritique, comme illustré en dessous, beaucoup plus fin et beaucoup plus technique. C'est aujourd'hui la méthode d'extraction privilégiée quand on veut faire du cannabis médical. Donc, on obtient bien la résine à partir de ces trichomes. Et donc, le THC, j'en ai parlé un petit peu. J'en ai parlé aussi dans les autres webinaires. On peut extraire du CBD, du CBN un petit peu, du CBG, du CBC. Les autres cannabinoïdes étant ultra mineurs. Bon.
Dernier point de rappel, l'effet d'entourage dont on parle beaucoup en phytothérapie est en fait issu de l'endocannabinologie. On sait bien que euh, euh, pour illustrer l'effet d'entourage, je vous ai mis ce schéma-là. Ici, il s'agit du récepteur CB1, donc récepteur endocannabinoïde de type 1. On a plusieurs sites de fixation de différentes molécules. On a le site allostérique sur lequel va se fixer en fait préférentiellement le THC avec une forte pouvoir de liaison. On a d'autres molécules qui peuvent se lier à ce récepteur allostérique, notamment le CBG par exemple. On a aussi des récepteurs, des sites orthostériques, donc notamment, et sur lesquels viennent se fixer notamment l'anandamide. Donc, on voit bien que d'une part, on a le ligand allostérique qui vient se fixer avec un pouvoir de fixation qui va varier. On a d'autres ligands qui peuvent se fixer sur des récepteurs, des sites orthostériques de ce même récepteur. Et tout ça va activer de manière différente, modifier le récepteur CB1. Et du coup, on a ou pas une activation de différentes voies de signalisation. Je ne vais pas dans le détail, mais c'est vraiment ça l'effet d'entourage. Il faut vraiment le garder en tête, notamment sur le sujet du cannabis médical, parce que on sait bien qu'un THC seul est extrêmement dangereux. Donc, on va toujours moduler avec du CBD. Je mets entre parenthèses, mais c'est super important quand même, gardez en tête que Acomplia, qui était une molécule dédiée à la baisse de poids chez des patients prédisposés au diabète de type 2, a été arrêtée au bout d'1 an de commercialisation, alors qu'ils pensaient que ça allait être un blockbuster. Pourquoi? Parce que c'était un analogue du THC qui venait se fixer extrêmement bien au récepteur CB1. Ils n'avaient pas pensé à faire une modulation de l'activation de ce récepteur et on a eu des suicides. Donc, c'est vraiment pour illustrer cette notion d'effet d'entourage et de modulation du récepteur, qui, notamment de type 1, qui est importante. Maintenant, je commence à passer dans le vif du sujet sur le cannabis médical en France. Alors oui, c'est pas anodin aussi, hein, tout ce qu'on entend à la télé sur les X meurtres liés au trafic de drogue. Il y a tout un fond politique là-dessus et sans doute pas mal de discussions politiques sur quelle est la place en fait de la dépénalisation des drogues. Bon, je vais pas là-dedans. Mais vous voyez, on ne peut pas ne pas lier le cannabis médical à toutes ces discussions-là. Et je ne me positionnerai pas sur toutes ces discussions-là, évidemment. En tout cas, en France, en 2014, le premier produit à base de CBD et de THC a obtenu son AMM. Il s'appelait Sativex. En vrai, il y a eu très peu de ventes parce qu'il y a un gros problème d'accord sur le prix. Est venu ensuite l'Epidiolex. Alors, l'Epidiolex, il prend un Y ou pas en fonction des pays. Hein. C'est un produit qui ne contient que du CBD et qui est utilisé sur les formes sévères d'épilepsie. Ce qui démontre bien, et j'en parle souvent de l'Epidiolex dès que je parle d'épilepsie, ça démontre bien que le CBD a des propriétés et notamment anti-épileptiques. AMM en 2019, mais sachant que le flacon vaut à peu près 1 000 €, enfin, peut-être que le prix a évolué depuis ces 2 dernières années, mais en tout cas, ça en faisait un prix assez rédhibitoire pour son utilisation sur le terrain. Et puis, en 2018, alors à l'époque, le ministre de la Santé, c'était Olivier Vallard. Alors, il a dû être un peu moins fermé que les autres. Il a accepté d'étudier la possibilité d'une expérimentation sur le cannabis médical en France. Cette expérimentation a commencé en 2021, devait se terminer en 2023, avait commencé en 2020, devait se terminer en 2022 ou 2023, a été repoussée 2 fois. Bref, l'objectif, en fait, initialement, c'était de recruter 3500 patients et de voir quel était le degré de sécurisation de cette filière de cannabis médical. In fine, on a pu aussi en sortir des données d'efficacité du cannabis médical avec et là, c'est là qu'on prend conscience que un patient qui a besoin de cannabis médical, c'est pas du tout à usage récréatif, c'est pour qu'il puisse vivre une vie normale. Donc c'est pour qu'il puisse
aller travailler comme les autres, ne pas être en arrêt maladie, qu'ils puissent dormir, avoir une activité sociale. Enfin, c'est tout ça le cannabis médical. Il s'agit en rien d'une notion d'addiction. Et avec tous les problèmes de dissolution de l'Assemblée nationale, etc., l'arrivée du cannabis médical, d'un point de vue légal et officiel et généralisé, devrait arriver début 2026. Donc, pour les patients, c'est une vraie avancée. Hop, pardon. Voilà. Dans les pays qui connaissent déjà, qui ont légalisé le cannabis médical, alors je ne parle pas encore une fois du cannabis récréatif, hein, juste le cannabis médical, on sait qu'on a une meilleure prise en charge des patients. On a une réduction de la consommation des opioïdes. On a des économies substantielles qui sont faites par le système de santé et des opportunités économiques. Alors, sur le point économique, je suis allée aux assises du cannabis médical au Sénat il y a à peu près 2 ans. Donc, une fois la première prolongation du cannabis médical finalisée, j'ai demandé si on avait une estimation du coût à la fois de ce traitement-là et versus les économies faites par la sécurité sociale en termes d'arrêt de travail ou d'autres traitements non pris du coup. Personne n'avait eu l'idée de regarder quelles étaient les dépenses sur les 3000 patients à ce moment-là recrutés. Donc, mauvaise foi ou pas, en tout cas, ça m'a semblé très étrange, d'autant qu'il n'y a rien de plus facile en France que d'aller tracer des économies de coûts en santé. Et soit dit en passant aussi, l'un des témoignages d'une cancérologue, c'était de dire un intérêt du cannabis médical, c'est sur mes patients qui sont suivis en chimiothérapie ou en radiothérapie, au lieu d'avoir 12 traitements pour contrer les effets secondaires du traitement anticancéreux, j'en ai un qui est le cannabis médical. Et donc, pour le patient, il n'y a pas photo, quoi. Bon, je ne m'étends pas plus là-dessus, mais vous voyez, pour le coup, j'ai un vrai parti pris sur le cannabis médical et sur ses bienfaits sur des patients qui n'ont pas d'autres solutions pour leur survie dans des conditions correctes. En France, l'objectif, c'est de mettre en place donc, un cadre strict, mais ambitieux, c'est-à-dire de ne pas freiner ce cannabis médical. Rassurer les professionnels de santé, évidemment, y compris du coup les vétos, et là, je me porte un peu la voix de cette expérimentation. Réduire la stigmatisation, et là aussi, je pense qu'on a vraiment beaucoup à apprendre en tant que véto sur le cannabis médical, et offrir un accès durable aux patients. Et ce n'est pas un petit marché. Alors peut-être que pour l'industrie pharmaceutique, je dirais allopathique, entre guillemets, c'est un vrai problème, hein, un vrai problème de prisme, de compréhension, de représentation du monde et de financiarisation. Toujours est-il que dans 10 ans, on projette que 500 000 patients seront sous cannabis médical avec un chiffre d'affaires, donc une nouvelle filière, une nouvelle économie de marché d'1 milliard d'euros. Qu'est-ce qui est utilisé pour l'humain en France? Donc, il y a des formes orales ou sublinguales hein, avec une matrice huileuse ou bien un format sous inhalation par vaporisation. Et là, on a un dispositif médical qui est dédié. Toujours, on a un mélange delta 9 tétrahydrocannabinol, donc delta 9 THC, donc THC hein, pour nous exprimer simplement, et de CBD. On a d'abord un CBD dominant, c'est ça qu'on essaye en général chez le patient, puis on passe à un CBD, THC-CBD équilibré, et après, si besoin, on passe à un THC dominant. Donc, encore une fois, on représente bien, vous voyez, le fait que quand on a une modification de la proportion entre CBD et THC, on va orienter des effets, on va orienter aussi potentiellement des effets secondaires parce que certains patients ne supportent pas le THC en grande quantité, par exemple. Et on voit bien aussi toute la notion d'effet d'entourage et toutes les notions de phytothérapie qui reviennent ici. Les 5 indications qui sont pour le moment déclarées, donc à chaque fois, c'est l'idée d'utiliser le cannabis médical en dernière intention, chez l'adulte comme chez l'enfant d'ailleurs. Hein. Donc, c'est des douleurs neuropathiques réfractaires, c'est l'épilepsie pharmacorésistante ou les formes graves d'épilepsie,
la spasticité douloureuse sur les patients atteints de sclérose en plaques ou toute autre pathologie du système nerveux central. Et puis après, troubles liés au cancer ou à son traitement, douleurs, fatigue, nausées, vomissements, troubles du sommeil, perte d'appétit, tristesse. Et enfin, on a l'autorisation d'utiliser le cannabis médical dans des situations palliatives avancées. Vous voyez que dans toutes ces indications-là, d'emblée, on se dit bien que le cannabis médical en vétérinaire pourrait également nous être utile. Sur les doses recommandées, là, je vous mets juste ce tableau. Il ne s'agit pas d'aller dans le détail, mais juste pour vous montrer à quel point les doses sont petites dès lors qu'on met du THC dans un mélange. Epidiolex, par exemple, vous savez, le médicament pour anti-épileptique, on est sur minimum 10 mg kilo de CBD. Et là, quand on est sur un dominant CBD, vous voyez, on commence à 10 mg par patient. Au maximum, dose maximum recommandée, 60 mg par patient par prise. Pardon, Epidiolex, à chaque fois je parlais par prise, 10 mg kilo par prise. Là, 60 mg. Donc vous voyez, on peut diminuer par 10 ou par 20 la dose de CBD dont on a besoin dès qu'on met du THC. Ça potentialise énormément. Je m'arrête là sur ce tableau-là. Inutile d'aller davantage dans le détail. Les récepteurs du THC, bon bah voilà, tout ça en fait fait du sens parce qu'il y a une multiplicité d'abord de voies de signalisation qui sont activées comme je vous le montrais initialement, et aussi une multiplicité de récepteurs sur lesquels peuvent se fixer les cannabinoïdes, le THC, et puis ici comme dans le même tableau il y avait CBD, CBG, CPC, CPN, je vous les ai remis. Toutefois, il faut prendre avec beaucoup de précaution toutes ces listes de récepteurs qu'activent ces molécules parce que c'est essentiellement, évidemment, une démonstration in vitro. Et donc, rien ne dit que parce qu'on a une activation in vitro, alors on va avoir les mêmes effets à telle ou telle dose in vivo, évidemment. Donc, je vous ai mis des flèches rouges là où je pense qu'il y a une vraie efficacité in vivo. Pour le THC, récepteur CB1, il n'y a pas photo. Et il y a des récepteurs CB1 partout. Si vous écoutez tous mes webinaires, vous vous en rendez facilement compte. Il y a après, vous voyez, une activation des récepteurs sérotoninergiques, une stimulation des endorphines, de la production d'endorphines avec le THC. Pourquoi pas? C'est tout à fait corrélé. Sur le reste, pourquoi pas, mais je n'ai pas assez d'expérience sur l'utilisation du THC. Je passe sur le CBD, le CBG, le CBC, le CBN parce que ce n'est pas notre sujet du jour. Mais gardez en tête qu'on a toujours un gradient d'efficacité entre ces molécules. C'est pour ça que je vous ai remis le petit diagramme entre CBD et CBG. Vous voyez, le CBD, c'est d'abord l'anxiolyse. Pardon, je recommence. Bien que le CBD et le CBG puissent activer chacun les mêmes récepteurs, on a quand même cette notion d'affinité qui fait que le CBD va d'abord être utile sur de l'anxiolyse et le CBG d'abord utile sur le côté anti-inflammatoire. Et c'est pareil sur tous les cannabinoïdes, c'est ça qu'il faut considérer. Hop. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai quelques diapositives sur les publications scientifiques. Alors là, il ne s'agit pas de faire un webinaire catalogue, juste de vous montrer la multiplicité des études qui ont été faites, soit in vitro, chez l'homme, ou dans des modèles, par exemple le murin. Donc, vous voyez, alors, il y a un micro, oui, c'est celui d'Anna. Je désactive ton micro, Anna. Utile sur la sclérose en plaques, ça augmente énormément la production de mélatonine, par exemple. Ça permet de résoudre les problèmes de mémoire à court terme. C'était efficace sur le stress post-traumatique. Pardon, à chaque fois. Voilà. Puissante activité anti-inflammatoire via une diversité de récepteurs. Avéré aussi dans les études cliniques. Propriété antioxydante, oui, non, je ne sais pas, peut-être. Enfin, vous voyez, donc ça, je le réserve toujours un petit peu parce que je ne sais pas comment on le mesure ou je n'ai pas vu de publication qui le mesure de manière très précise en clinique.
Et puis après, on a tous les effets antiprolifératifs, anti-invasion, anti-apoptotiques, anti-angiogéniques du THC via essentiellement les récepteurs CB1, CB2 et GPR, pardon, il me manque un R, 55. Ça, c'est avéré. Et le CBD peut faire pareil, mais je pense qu'il en faut beaucoup plus pour avoir les mêmes effets. Ici, on a une palanquée de cancers qui ont été étudiés, enfin, une palanquée d'études montrant les effets du THC sur une palanquée de types de cancers, avec vraiment soit une efficacité en termes de complémentarité avec la chimiothérapie, par exemple, soit une vraie efficacité. On en reparle chez un chat, notamment juste après. Et aussi, vous avez vu, le CBD, le CBG, le CBC, le THC inhibe la formation de métastases pulmonaires. Et ça, c'était dans un contexte in vitro. Donc, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, à ce titre, on peut peut-être les trouver sur YouTube ou encore sur Netflix. Il y a une série de films tournés aux États-Unis montrant l'utilisation du THC chez des enfants qui ont des tumeurs cérébrales et pour lesquels la médecine, je dirais conventionnelle, ne pouvait plus rien faire. Et ces patients arrivent à être très très bien gérés avec une réduction de la taille des tumeurs cérébrales. Encore une panoplie, cancer colorectal, hépatocellulaire, glioblastome, autour des tumeurs gliales également, le cancer du poumon, les mélanomes, le CMI, je passe les détails, mais vous voyez donc vraiment l'activité anticancéreuse du THC, elle est vraiment là. Et donc, ça pose question aussi en cancérologie sur quand l'utiliser ou pas, hein, le THC, évidemment. En traitement palliatif, en tout cas, oui, ça peut être, c'est intéressant pour stimuler l'appétit, diminuer les vomissements, mais ça, j'en ai parlé un petit peu précédemment. Réduire les effets cytotoxiques aussi des produits chimiothérapeutiques. À signaler que aujourd'hui, évidemment, on n'a pas de THC dans les produits vétaux, mais sur toutes les molécules que j'ai pu analyser en chimiothérapie vétérinaire, je n'ai jamais trouvé d'effet négatif lié à l'administration de CBD ou de CBG. Au contraire, ça permet aux animaux de récupérer plus vite après une chimiothérapie. Ok, diminution de l'hyperalgésie et de l'allodynie aussi. Meilleure réponse à la radiothérapie ionisante. Ok. En santé vétérinaire, alors moi j'ai réfléchi au cannabis médical veto il y a à peu près 1 an et demi et voilà ce que je peux vous dire. D'abord, ça permettrait d'améliorer le bien-être des animaux de compagnie et de loisirs et d'éviter la perte de chance à ces patients parce que en effet, le cannabis médical n'a pas d'équivalent. Et donc, à ne pas le proposer, c'est nécessairement faire perdre une chance, soit à l'animal d'être mieux bien que condamné, soit de quasiment guérir. Je vais vous montrer un exemple un peu plus loin. Éviter les usages détournés des médicaments humains, parce que le cannabis médical devrait arriver en réserve hospitalière, mais vous avez vu toutes les discussions qu'il y a sur la dépénalisation de certaines drogues. Si ça arrive sur le marché demain, qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que veto, par rapport à l'administration de THC chez les animaux? Et moi, j'ai déjà des vétos qui m'ont dit que certains propriétaires essayaient de faire inhaler leur joint, en l'occurrence, à des animaux parce qu'ils avaient des troubles dermatologiques, par exemple. Donc, ce n'est pas une vue d'esprit, ça peut vraiment arriver. Et donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la cascade de prescription évidemment, c'est aussi éduquer les vétos sur une nouvelle pratique et puis contribuer au développement de la filière chanvre en France, qui est, je vous le rappelle, donc la France est, je vous le rappelle, le premier producteur européen de chanvre. Donc, on n'est pas des amateurs, ça vient pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Non, on est des acteurs historiques du chanvre et donc je ne vois pas pourquoi on préempterait pas ce terrain du cannabis médical. En cannabis médical veto, il y a 2 bouquins de référence qui font foi. Alors,
publié il y a quand même un petit moment maintenant, donc il faudrait réajuster par rapport aux nouvelles publications qui ont été faites. Mais il y en a, mais en tout cas, la base reste assez solide. Il y a celui de l'AVMA et il y a un bouquin, le CITAL, assez complet. Vous pouvez les trouver en format PDF, je pense, sur le net. Alors, nous, en 2021, pendant que ces bouquins-là sortaient aux États-Unis et en Amérique du Sud, nous, en France, on avait des gens qui écrivaient des articles dans la presse veto en disant que le THC était ultra toxique, que surtout, il fallait faire très attention en l'administrant parce qu'il y avait des empoisonnements chez le chien. Enfin, donc, il y avait une vraie diabolisation du THC. Mais que le CBD, ça pouvait être une opportunité, compte tenu que certains labos, en plus, bizarrement, dans le même temps, sortaient du CBD pour l'animal. Toujours est-il que effectivement, il y a beaucoup de récepteurs CB1 dans le tronc cérébral et la moelle allongée, chez le chien notamment. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être prudent quand on administre un mélange CBD-THC en étant incrémental, donc en commençant avec des petites doses et puis en augmentant petit à petit. Il y a la présence de récepteurs CB1 dans le cervelet donne du coup l'effet secondaire du THC qu'on nomme ataxie statique. Après, il faut noter que comme il y a une action du THC sur les récepteurs GABA, on peut avoir une potentialisation des benzodiazépines par le THC. Bon, des interactions médicamenteuses avec la dexabétasone, ça veut dire on utilise beaucoup moins de dexa pour avoir les mêmes effets. Et avec le kétoconazole qui est nécessite le cytochrome P450 pour être métabolisé. Et donc, il y a interaction potentielle avec le THC. Bon, voilà, c'est ce que disent les publications. On n'en sait pas plus sur le terrain. Chez le chien, il y a eu des études de pharmacocinétique du THC menées, notamment dans un contexte de toxicologie. Parce qu'évidemment, il y a quelques années, on voyait surtout des animaux qui avaient mangé des space cakes. Donc, je vous rappelle, space cake, c'est toujours quasi avec du chocolat et donc du THC dans un environnement bien gras, donc avec une bonne absorption du THC. Donc, à ce jour, moi, j'ai trouvé une publication qui fait part de 2 décès de chiens, mais ils expliquent bien dans cette publication que effectivement le THC a des effets cardiovasculaires sur le myocarde, mais qu'on a la présence de théobromine qui a provoqué le décès. Donc, si le THC est un accélérateur, ce n'est pas pour autant mortel. En vrai, il n'y a pas de DL50 établi chez le chien ni sur aucun autre animal d'ailleurs. Alors en vrai, oui, hein, si l'animal mange beaucoup de THC, je ne vous dis pas qu'il n'aura pas 2-3 jours un peu compliqués, voire 4 jours, avec ataxie, tremblement, hyperesthésie, hypothermie, enfin, oui, c'est sûr. Et il faut l'aider là-dessus, mais ça ne le fera pas mourir. L'excrétion du THC se fait à 85% par les selles, via excrétion biliaire, et à 15% par les reins. Je vous passe donc les effets secondaires que j'ai déjà cités. On a une augmentation de la biodisponibilité dans un repas gras, mais on ne sait pas dans quelle mesure c'est dégradé. En tout cas, ce qui est conseillé, c'est comme pour le CBD, c'est si on doit donner les cannabinoïdes dans un repas, il faut toujours les donner avec le même repas pour ne pas modifier la biodisponibilité à dose identique et donc les effets. Ok, cycle entérohépatique, je l'ai déjà dit, et relativement faible pouvoir d'inhibition du cytochrome P450 avec le THC, peut-être contrairement au CBD, mais qu'on faire un autre webinar, il faudrait discuter des isoformes du cytochrome P450 chez le chien, le chat versus l'humain. Alors, il y a une publication que je voulais mettre en exergue, rapportée dans le bouquin de CITAL, donc publication faite en 2021.
Dans cette publication, comment dire, ils étudiaient les effets toxiques d'un mélange CBD-CBG en ayant soit un fort taux de CBD, soit un fort taux de CBG, soit un rapport équilibré. Et vous voyez, ils ont quand même commencé à 2 mg kilo de CBD et de THC. Donc, ça fait des doses, mais énormes. Donc, en commençant à des doses énormes, ils se rendent compte qu'ils ont dû arrêter l'expérimentation sur le groupe 1 et le groupe 3, donc le groupe riche en CBD et le groupe 3 équilibré CBD-THC, et qu'ils ont pu continuer le groupe 2 riche en THC. Donc, ce qui démontre bien qu'il n'y a pas de toxicité en tant que telle du THC. Et puis voilà, ça démontre surtout ça. Mais en tout cas, intéressante cette publication parce que on voit bien aussi les hautes doses qu'on pourrait mettre et on n'en a pas besoin d'un point de vue clinique et je vais vous le montrer tout de suite. Alors là, il y a une étude terrain vachement intéressante qui a été réalisée en Argentine. Évidemment, hein, le cannabis médical, c'est pas en veto, c'est pas vraiment en Amérique du Nord, c'est pas vraiment en Europe, c'est pas non plus en Asie. Ce n'est quasiment que en Amérique latine, donc Argentine, Colombie, Brésil principalement. Là, étude menée en Argentine en 2021 sur une centaine d'animaux. Vous voyez, 430 vétos argentins ont été recrutés pour ça. Et les usages qu'ils en ont de ce cannabis médical, c'est alors chez le chien, troubles du comportement, convulsions, cancer, dysfonctionnement cognitif, donc dégénérescence cognitive sénile, et les troubles dermatologiques, mais aussi l'obésité. Alors l'obésité, je ne suis pas sûre qu'il y ait un vrai effet, mais bon. Arthrose, collapsus rachéal, shunt intrahépatique, pareil, bon, on se pose la question. Troubles métaboliques divers, signes nerveux et articulaires d'une infection par leishmaniose. Il y a eu un cas là-dessus. Chez le chat, troubles du comportement, douleurs diverses, gingivostomatite chronique du coup, des pathologies dermatologiques, maladies auto-immunes, asthme, cystite idiopathique, pas HIV mais FIV et cancer. Hop là. Et donc, cette étude, elle est assez riche, elle donne plein de statistiques. Je vous ai mis ici les points principaux à retenir. Vous voyez, quand on regarde l'amélioration des signes cliniques et des symptômes chez les chiens et les chats, ce qui est en vert, c'est là où on n'a eu aucun changement. Il n'y a eu aucun changement sur les 100 animaux sur un animal. Sinon, tout le temps, on a une amélioration modérée à significative des signes cliniques. C'est bien dire l'intérêt du cannabis médical chez le chien et chez le chat. Et dans cette même publication, là, c'est une diapositive que je trouve particulièrement intéressante parce que très riche pour un futur, enfin, si on voulait en faire un futur usage en France. Donc, pareil, hein, ils ont chémotype 1, 2 et 3. Le chémotype 1, il est riche en THC. Le chémotype 2, il est équilibré CBD-THC. Le chémotype 3, il est riche en CBD. Excusez-moi, chémotype 3, riche en CBD. Il y a une petite faute de frappe dans ma diapositive. Et donc, là où c'est intéressant, c'est de regarder où est-ce qu'ils ont mis un dominant THC, du coup, ou THC équilibré. Ils l'ont mis essentiellement sur la douleur, sur certains troubles comportementaux, sur la dégénérescence cognitive. Oui, essentiellement, c'est ça. Et aussi, alors ils ont mis un CBD-THC équilibré, donc en accompagnement de traitements cancéreux ou traitements palliatifs. Ça, c'est chez le chien. Chez le chat, on retrouve un dominant THC sur la gingivostomatite et l'asthme. Également, c'est pas noté sur ce schéma-là, bel usage sur les insuffisants rénaux. Également, bel usage sur la dégénérescence cognitive. On est sur un CBD-THC équilibré, vous le voyez, surtout sur le traitement palliatif lors de cancer. Oui, essentiellement ça.
Voilà. Et dominant CBD sur tout ce qui est dermatopathie, enfin troubles dermatologiques, pardon, et puis évidemment ce qui est lié au stress chez le chat. Donc on a aussi, notamment sur l'animal âgé, un vrai intérêt à utiliser un produit qui contient du THC, qu'il soit dominant ou pas ce THC. Un petit cas clinique sur un chat qui avait un cancer. Alors, ces cas cliniques, sans doute, ça vient encore d'Amérique du Sud, hein. Donc, un chat mâle de seulement 6 ans qui présente un sarcome de l'œil droit qui a été retiré, donc une masse de 4 cm de diamètre. Et puis, pour contrer l'inflammation liée au cancer, du cannabis médical a été utilisé. Donc, vous voyez, là, c'était un CBD, un THC CBD, pardon, à 15 pour 1. Donc, un dominant THC. Et ils ont donné 0,35 mg de cannabinoïdes matin et soir. Donc 0,1, grosso modo, 0,1 mg kilo hein, de ce mélange CBD-THC, donc quasiment 0,1 mg kilo de THC. 30 minutes avant les repas. Et puis, ils ont aussi nettoyé la plaie avec cette huile de cannabis diluée à 1 pour 5 pendant 10 jours. Ils ont vu un apaisement de la douleur, une réduction de la taille de la masse. Ils ont continué à donner donc une goutte matin et soir en continuant avec la même pommade. Et alors, c'est marqué comme ça dans le texte, hein, la tumeur est tombée en 3 semaines et le chat a repris une vie normale. Donc j'en conclus à une guérison totale avec exérèse de la tumeur et le cannabis thérapeutique. Un autre cas clinique sur un chat de 10 ans douloureux. Alors, douleur orthopédique chronique, c'est décrit comme ça dans l'article, avec des difficultés à sauter et une vocalise à la défécation. Alors, je vous ai pas mis la radio de l'articulation lobo-sacrée, hein, de la jonction lobo-sacrée, parce que franchement, il n'y avait pas d'anomalie quasi visible à la radio. Et vous voyez au niveau de la radio des hanches, bon, il y a un petit peu, mais c'est pas non plus de dingue. Bon, toujours est-il qu'ils ont utilisé de l'huile de cannabis à spectre complet avec un CBD-THC, ce coup-ci à 3 pour 2. Donc, plutôt dominant, voire équilibré, dominant CBD, voire équilibré CBD-CBG. Et donc, on est à 1,8% de CBD et 0,8% de THC. Ils ont donné ça pendant 30 jours. Et vous voyez, ils ont commencé à 0,5 mg kg de CBD. Alors que nous, sur les publications qu'on a avec un CBD dominant ou uniquement, on est plutôt sur un 2 mg kg de CBD. Vous voyez, on divise par 4 déjà la dose. Et ils ont donné un peu de prednisolone parce qu'il y avait une entéropathie chronique qui s'était greffée. Et vous voyez, ils ont augmenté, ils sont passés de 0,5 mg kg de CBD à 1 mg kg de CBD par prise. Bon, ils ont une augmentation des ALT qu'ils attribuent du coup à la prise de corticoïdes et il y a une diminution de la douleur avérée par l'échelle utilisée. Le produit, le cannabis, était produit en Uruguay, c'était de l'huile d'olive comme véhicule. Un autre cas clinique, lupus chez un chien. Donc, pareil, hein, là, c'est un cas brésilien. Un chien de 2 ans, de 25 kg, lupus érythémateux discoïde, résistant à tous les traitements. Donc, ils ont essayé tacrolimus, vitamine E, la crème solaire, des lotions hydratantes, des corticos. Le chien avait des enzymes hépatiques élevées suite aux corticoïdes. Et du coup, ils ont utilisé du cannabis médical. Là, ce coup-ci, CBD-THC à 2 pour 1, donc encore dominant CBD. Et vous voyez une concentration à 3% seulement, hein. Donc, on est à peu près sur la même composition que précédemment. Et ils ont titré, donc quand on dit titrer en cannabis médical, c'est on commence par une petite dose et on augmente petit à petit, voire on commence par une goutte le matin, puis une goutte matin et soir, puis 2 gouttes matin, une goutte soir, etc., jusqu'à obtenir les effets. Et donc, obtenir les effets, ça veut dire quand j'arrive à, par exemple, en cancérologie, quand j'arrive à avoir un animal qui est stone, hein, qui présente les symptômes d'un animal qui a fumé un joint, en fait, on va dire, hop, on passe à la dose infra.
là où il n'y a pas d'effet secondaire, mais où on sait que le produit sera actif sur la pathologie. Bon, ce chien, après 1 an, il était cliniquement stable et donc il n'y a eu aucun signe de récidive. En conclusion, et je vais m'arrêter là, vous voyez, c'était assez court. Alors, si, toujours pour ceux à qui j'ai pu parler de CBD, de CBG, j'ai dit non, on commence à 2 mg kg et éventuellement à plus si la pathologie est plus sévère. On ne fait pas de manière incrémentale, ça n'a aucun sens chez le chien et le chat. Eh bien, là, c'est tout le contraire. Dès qu'on a un peu de THC, et vous voyez, même à 15 pour 1, hein, même quand on a un tout petit peu de THC, on doit commencer de manière incrémentale. Donc, start low, go slow, stay low. Ça, c'est un dicton ou une phrase d'Ethan Rousseau, qui est le fils spirituel de Raphaël Meshulam. Bref, je vous passe les détails. En tout cas, il a toujours œuvré dans la recherche sur le cannabis. Donc oui, de manière incrémentale, tout le temps. Et c'est toujours du coup une huile spectre complet avec un mélange CBD-THC. Et vous voyez, tout l'art va être de se dire, est-ce que je veux un dominant CBD, un dominant THC, un équilibre, et comment se sent l'animal et comment j'augmente ou pas la dose. Les conditions d'administration, du coup, sont les mêmes que quand on donne un CBD à un animal, c'est-à-dire voie transmucosale. Comment dire, par défaut, éventuellement dans l'alimentation, mais attention, la biodisponibilité, selon les publications, varie de 10 à 90%. Dans les bouquins dont je vous ai parlé précédemment, vous voyez, ils parlent plutôt d'une dose de 0,05 à 0,1 mg/kg 2 fois par jour au début, pour arriver jusqu'à 0,25, 0,5 mg/kg, et c'est rare d'aller au-delà de 2 mg/kg, dose de toxicité initiale qui avait été choisie, vous savez, dans l'étude de toxicité que je vous ai montrée précédemment. Chez le chat, apparemment, la dose est double par rapport au chien. Le chat a besoin de plus de doses pour voir des effets, mais ça marche très 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 bien. Chez le chat en particulier, chez le cheval aussi, même si j'en parle pas dans ce webinaire. Les indications, je vous les rappelle, chez le chien, troubles du comportement, convulsions, cancer, dégénérescence cognitive, troubles dermatologiques, arthrose. Chez les chats, à peu près pareil, on va rajouter la gingivostomatite, les maladies auto-immunes, l'asthme, la cystite idiopathique, le FIV, pardon. Et garder en tête évidemment que comme le chat est un animal, on va dire, dont la composante stress est un vrai facteur physiopathologique pour certains tableaux cliniques, ben, évidemment le cannabis médical va fonctionner d'autant mieux. Et puis on sait que chez le cheval, il faut de faibles doses de CBD pour voir une efficacité. Donc le cheval répond extrêmement bien au cannabis médical. Vous voyez, 2 raisons différentes, mais deux espèces qui répondent très très bien. On utilise aussi le cannabis médical chez les NAC et la stratégie est exactement la même. On titre jusqu'à obtenir la dose qui produit les effets nécessaires. Voilà. Donc aujourd'hui, sur le cannabis médical vétérinaire, ben, j'aimerais bien que les choses avancent, hein, vous vous en doutez bien. En tout cas, l'idée, c'est de commencer à faire un peu d'obéing avec mes petits bras pour que les choses se fassent, mais dans un contexte que vous connaissez politiquement un petit peu compliqué. Et en ce moment, donc les fabricants de cannabis médical en humaine ont déposé leur dossier auprès du gouvernement français et attendent l'acceptation de leur dossier pour pouvoir alimenter le marché en cannabis médical. À noter que du coup, ça veut dire que le cannabis médical sera évidemment un médicament et que pour une fois, de manière exceptionnelle, il n'y a pas besoin de dossier d'AMM ou plutôt, il n'y a pas besoin de données d'efficacité. En fait, l'autorisation de mise sur le marché est donnée juste entre guillemets, en justifiant de la qualité et de la traçabilité et de l'homogénéité de la production réalisée. Voilà, donc il y a un peu finalement des raccourcis qui sont faits et c'est très bien comme ça. Et si ça peut ouvrir la voie à la phytothérapie au sens large, eh bien, c'est pas mal.
Voilà, j'ai fini ma présentation. Comme d'habitude, vous avez le groupe WhatsApp. Je ne sais pas du coup qui y est pas. Vous m'envoyez un petit mail comme d'habitude si vous voulez y être intégré. Holybox, on continue en fin 2025 et en 2026 sur des nouveaux sujets. On va essayer d'y mettre de l'acupuncture, de la kinésiologie, faire un vrai point sur les acides gras polyinsaturés, faire un point sur les outils qu'on peut utiliser lors d'arthrose, un point très complet, et pareil sur la gingivostomatite chronique parce qu'on a aussi vous savez, le laboratoire qui fabriquait le GS, le laboratoire initialement chinois qui fabriquait le GS, qui commercialise en mode pirate un médicament. Donc, c'est important de faire un point assez général sur les armes liées pour la gingivostomatite chronique. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, du coup. Je n'ai pas encore regardé, j'avoue. Pour le moment, je ne vois pas de questions écrites. Est-ce que certains veulent prendre la parole ? Oui, Anne. Alors, je ne sais pas si monter le rétablissement du son. Hop. Là, je pense que tu peux t'exprimer, Anne. Non, apparemment, tu n'as pas de micro. Non. Alors, j'ai une question de Céline. Anne, si tu veux écrire dans ta question sur le chat, là. Du coup, si un peu de THC avec notre CBD, les doses sont plus faibles, moins que 4. Ah, ouais. Oui, 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 mais ça dépend. Enfin, en fait, tu vois, la dose réglementaire acceptée, c'est plutôt, enfin légalement, c'est 0,3% de THC max dans un produit fini qui contient du CBD. Ben, si tu es sur un 3% au global annoncé, ben 0,3%, 3%, tu es quand même sur genre un 10 pour 1. Donc, ton rapport enfin, ta quantité de THC, elle est quand même pas mal. Donc, du coup, peut-être que 2 mg kilo par prise, c'est déjà beaucoup. Il faut voir. Tu vois, moi, je me suis pas encore calée là-dessus et j'ai pas trop de notions, mais ouais, il faut faire attention. Surtout si l'animal, il reçoit d'autres traitements, enfin des traitements allopathiques à côté, notamment des corticoïdes. Et ça va vite, quoi. Et alors en Suisse, on est sur un taux de THC de maximum 1%. Donc, par exemple, tu as des femmes qui souffrent d'endométriose qui vont se fournir en Suisse pour avoir un 20 pour 1 CBD-THC parce que là, pour le coup, elles revivent, ces femmes-là. Anne, je vois que tu as toujours la main levée, mais je ne sais pas quoi faire pour te donner la parole. Ok. Hop. Anne, pardon, je viens de voir ta question. Alors, TDA, oui, TDAH équivalent en humaine, équivalent en comportement. Je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Sur les TDAH, enfin en tout cas je l'interprète comme ça, est-ce que le cannabis médical peut être intéressant sur les TDAH? Je sais qu'il y a des publications, oui, mais tu vois, l'industrie pharmaceutique se penche d'abord sur le microbiote, sur les TDAH en ce moment. Mais je ne peux pas t'en dire plus. Puis TDAH, enfin, pour moi, sur l'individu jeune, de toute façon, c'est contre-indiqué de donner du cannabis médical pour la question, tu sais, du démasquage d'une schizophrénie et parce que aussi le système nerveux n'est pas mature avant l'âge de 25-26 ans. Donc, si tu donnes du THC, il faut vraiment le donner parce que tu n'as pas d'autre solution. Donc, gérer le microbiote de l'individu me semble plus sécure. Si c'est ça ta question, hein, sinon t'hésites pas. Hein.
Et pour les chiens hyperactifs, eh ben, écoute, ouais, ça se tenterait, hein, mais j'ai pas, encore une fois, j'ai pas beaucoup de retours, quoi. Il faudrait pouvoir demander à un veto brésilien s'il a déjà essayé sur des chiens hyperactifs, mais je pense que ça doit pas mal marcher. Quelque part, tu forces le système, hein. Et puis en combinaison sans doute avec d'autres choses. Et là, ça dépend, on va dire, de l'appréciation de chacun et de ce que chacun s'est proposé. Donc, je pense acupuncture, mais je pense aussi d'autres types de soins plus difficilement acceptés par la communauté, on va dire. Euh, mais oui, oui, oui. Enfin, pour moi, le cannabis médical, c'est un vrai. On a beaucoup d'animaux, on ne sait plus quoi faire pour les aider à avoir une meilleure qualité de vie et à finir en fait les quelques semaines avec leur propriétaire. Et ce serait une belle alternative, je trouve. Et en plus, on peut avoir des doses qui sont vraiment très petites. Donc, en vendant des flacons à petit dosage et sur 2 ou 5 ml, par exemple, on n'a pas trop de risque que